Bonjour, alors bienvenue à ce dernier épisode de la première session de Sciensationnel, un podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la CFAC et le Rexus. Donc aujourd'hui, pour notre dernier épisode, on reçoit Véronique Giroux, qui est professeure à la Faculté de médecine et sciences de la santé ici à l'Université de Sherbrooke, qui va nous aider à discuter dans le fond de traitement de cellules souches, puis de nouvelles technologies, nouveaux types de traitements qu'on peut utiliser dans la médecine moderne aujourd'hui. Alors bonjour Véronique. Bonjour Méliane, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir Ben, d'être merci à avec toi. toi. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, toi, tu as un laboratoire sur la recherche sur le cancer colorectal à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, c'est ça? Oui, exactement. On travaille sur les cellules souches principalement, mais oui, dans le contexte du tractus gastro-intestinal. Fait que oui, le côlon, puis aussi l'œsophage. Donc, on travaille sur ces deux types de cancers-là en particulier, oui. OK. Puis, dans le fond, euh, c'est quoi le lien entre l'étude du cancer et les cellules souches? Oui, c'est une super de bonne question. En fait, il y a deux principales fonctions des cellules souches qui vont pouvoir avoir un impact là, dans le cadre du cancer. Parce que les cellules souches, c'est un peu, moi j'aime bien les appeler les cellules mères. C'est un peu l'espèce de cellule qui est au top de la hiérarchie ou au top de la pyramide, qui va être capable de donner naissance à plein d'autres types de cellules. Donc, c'est des cellules qui se divisent fréquemment. Donc, puisqu'elles se divisent fréquemment, elles peuvent malheureusement acquérir des mutations plus facilement. Hein. Fait que vu qu'ils répliquent leur ADN plus fréquemment que d'autres types de cellules, bien, il y a plus de chances qu'elles fassent des erreurs et que ces erreurs-là ne soient pas corrigées, puis qu'il y a donc une insertion là, de mutations, de délétions, peu importe, qui peuvent ensuite le mener à la formation d'un cancer. Fait que ça, c'est la première chose qu'on étudie dans le contexte des cellules souches. Puis la deuxième chose, qui est probablement ce qui est le plus néfaste ou où on pourrait avoir une approche thérapeutique, c'est beaucoup plus tard dans l'apparition des cancers chez les patients, c'est ce qu'on appelle la résistance au traitement. Donc ça, c'est des patients qui reçoivent un traitement, soit de chimiothérapie, de radiothérapie, puis qui ne répondront pas. Donc, on dit qu'ils sont insensibles à ce type d'approche-là. Puis ça fait qu'on n'est pas capable, en fait, pas de les guérir, mais d'aider à diminuer la taille de leur tumeur avec un traitement classique qu'on utilise chez d'autres patients qui fonctionnent super bien. Puis on pense que cette résistance-là au traitement, c'est dû aux cellules souches cancéreuses. Donc, ça serait dans la tumeur, il y aurait un type de cellules souches qui aurait justement une capacité d'un peu évader ou de ne pas être sensible à ce type d'approche-là. Donc, la radiothérapie, la chimio, ça a des mécanismes bien particuliers qui sont capables d'être cytotoxiques, donc de tuer des cellules en particulier. Mais les cellules souches seraient comme un peu capables d'escamoter ces mécanismes-là puis de rester vivantes. Fait que c'est un peu chez les patients, dans le fond, qui auraient eu ces traitements-là, mais il y aurait des petites cellules qui restent, qui sont en dormance, qu'on appelle, qui pourraient se réveiller plus tard et donner naissance à une deuxième tumeur. Donc, nous, on essaie de trouver des traitements qui seraient capables de cibler particulièrement ces cellules-là pour aider les patients dans lesquels la chimio, la radio, ça ne fonctionne pas, malheureusement. OK. Fait que dans le fond, parce que les cellules souches se divisent beaucoup plus, elles-mêmes peuvent avoir des mutations en elles, pas juste leurs cellules filles. Non, exactement. On pense que la mutation originale serait dans la cellule souche, puis souvent, le terme qu'on utilise en anglais, c'est le cell of origin, donc la cellule d'origine. Fait que la cellule qui serait la première à avoir acquis la mutation, puis puisqu'elle se divise et donne naissance à des cellules filles, qui est super le bon terme à utiliser. Bravo. Ça fait que cette mutation-là, justement, elle va être dans toute la famille de cette première cellule mère-là. Donc, ça fait que toutes les cellules qui en dérivent ont la même mutation. Puis bon, ça va souvent, cette mutation-là va emmener d'autres mutations, puis d'autres mutations, puis d'autres mutations. Et c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, il va arriver une tumeur. Fait que dans le fond, quand la tumeur, mettons, est résistante au traitement classique, c'est toute la tumeur parce que justement, elle descend elle descend de la cellule souche qui était mutée. C'est pas, mettons, c'est pas comme il reste un petit morceau, ou juste une cellule qui est mutante, ou c'est plus souvent, ça va être, mettons, plus un gros morceau
de tumeur? Pas nécessairement, en fait. Ça peut être un petit peu les deux, là, puis il y a deux types de résistance. Il y a une résistance qu'on appelle intrinsèque ou qui est comme normale à l'individu. Donc, l'individu serait déjà résistant. Puis là, à ce moment-là, oui, la majorité de la tumeur ne serait pas capable de répondre à la chimio et la radio. Et il y a un autre type de résistance qu'on appelle plus la résistance acquise. Donc, ça serait une résistance qui, justement, c'est comme si les cellules, ils s'habituent à avoir des doses de chimio, des doses de radio, puis ils trouvent des mécanismes, encore une fois. Les cellules cancéreuses, malheureusement, c'est un peu trop intelligent. Fait qu'ils trouvent des mécanismes pour être capables de trouver une façon de survivre à ça. Donc, elles se mettent à exprimer, entre autres, on parle souvent de récepteurs qui seraient à leur membrane, qui seraient capables de prendre la drogue de chimiothérapie qui est rentrée à l'intérieur, puis juste de la repousser à l'extérieur. Ouais. Puis, les cellules souches cancéreuses expriment plus de ces fameux transporteurs-là qui permettent j'ai pas le terme français, là, un efflux, fait une sorte Un reflux. de la drogue, oui, exactement, plus rapide de la drogue. Fait que ça, c'est un mécanisme. Mais oui, puis c'est ça. Pour revenir à ta question, les deux existent. Ça peut être autant la tumeur en entière qui est résistante versus une sous-population. Parce que c'est ça un peu le concept de la cellule souche, qui est un peu des fois difficile à comprendre. C'est que c'est une cellule super importante, mais qui est très rare d'une certaine façon. Donc, puis ça, c'est ça. Fait que toute la tumeur pourrait originer de la même cellule, mais on sait aussi que dans plus en plus de tumeurs maintenant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle de l'hétérogénéité tumorale. Fait que dans le fond, dans la tumeur, la tumeur en entier n'est pas identique. Fait qu'il y aurait eu différents clones qui ont poussé, probablement qui originent de différentes cellules souches. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les clones qui font cette tumeur-là qui seraient autant sensibles ou non à la thérapie. Donc, c'est là, à ce moment-là, où des fois, là, la tumeur, par exemple, elle va réduire de 50 %. Puis là, il reste un 50 %, puis on n'est pas capable de le tuer avec les approches normales. Fait que ça pourrait être une autre façon d'expliquer là, ces mécanismes de résistance-là. Puis, dans le fond, là, c'est comment vous comptez, mettons, viser ces cellules-là? Oui, c'est vraiment une bonne question, puis j'aimerais vraiment ça avoir une bonne réponse pour toi. Mais malheureusement, on ne le sait pas trop. Nous, notre approche qu'on a utilisée, c'est d'utiliser la spectrométrie de masse, ce qui nous permet de savoir le profil protéique de lignées qui sont résistantes. Fait qu'on a dans le labo induit la résistance, autant la chimio, à la radio ou les deux. Puis, on a regardé c'est quoi les protéines qui sont différentes une fois qu'ils ont acquéri la résistance. Puis justement, là, on est encore au début de ce projet-là, mais on a vu qu'il y a beaucoup de changements métaboliques, entre autres. Métabolisme autant de l'énergie que des acides aminés, des lipides, des choses comme ça. Fait qu'on essaie de trouver des mécanismes qui pourraient justement affecter le métabolisme pour être capable de changer celui-là, puis soit les tuer de cette façon-là, les cellules souches cancéreuses, ou de les rendre sensibles à la chimio ou la radio. Ce serait aussi une bonne option. Fait que ça, c'est la vision que nous, on a. Il y a par contre d'autres chercheurs qui, eux, ont une vision inverse qui est plutôt d'essayer de faire que la cellule souche n'est plus une cellule souche. Donc, ça, c'est d'induire la différenciation. Fait que ça fait que la cellule n'est plus souche, donc elle n'est plus capable de s'auto-renouveler, de donner naissance à d'autres cellules. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, entre autres dans le cancer du cerveau, hein, parce que comme tu le sais peut-être, c'est très difficile le cancer du cerveau, entre autres à cause de la barrière hémato-encéphalique qu'on appelle, qui fait qu'il y a plusieurs drogues qui ne sont pas capables de rentrer dans le cerveau. Donc, ils utilisent d'autres sortes d'approches. Puis bref, il y a des chercheurs là, qui travaillent plutôt là-dessus sur être capable d'induire la différenciation. Fait que là, à ce moment-là, la cellule, au moins, elle ne divise plus. Fait que la tumeur ne grossit plus. Puis là, il faut y aller chirurgicalement, par exemple, pour l'enlever. Mais des fois, là, dans certains cas, ça peut être une approche qui est bénéfique. Mais est-ce que, mettons, dans les types de cancers que vous étudiez, c'est pas souvent quand même simple de faire une approche chirurgicale? Je ne sais pas. En fait, pas tant. Non? Dans l'œsophage, en fait, c'est très difficile. Ah ouais, l'œsophage, peut-être pas, là. Non, c'est ça, parce que c'est un tube qui n'est pas très grand. En fait, ils peuvent faire la chirurgie, là, selon elle est où, mais souvent, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de suite de recoudre ensemble les deux bouts de l'œsophage. Donc, à ce moment-là, les patients vont tout de suite être plus capables de s'alimenter, des choses comme ça, puis ils vont devoir avoir une alimentation externe pour le reste de leur vie. Ce qui est quand même une approche un peu drastique. Puis, pour ce qui est du côlon, à ce moment-là, ça dépend beaucoup de où est la tumeur.
Si la tumeur est plus, puis là, je ne suis pas chirurgienne, là, fait que vous prendrez ce que je dis avec un grain de sel, mais de ce que moi j'ai compris de mes discussions avec les chirurgiens et les gastro-entérologues, c'est si, par exemple, la tumeur est très proche du rectum, ben là, à ce moment-là, s'ils l'enlèvent, encore une fois, ils ne sont pas capables de raccorder, fait que les patients vont avoir des sacs, des choses OK. comme ça. Donc, oui, c'est une approche possible, mais des fois, selon la localisation où elle est, puis si elle est grosse, comment elle est petite, tout ça, ce n'est pas toujours une solution. Puis, malheureusement, quand les cancers sont trop avancés, donc c'est déjà métastasié, soit dans le système lymphatique ou même dans des organes distants, bien là, à ce moment-là, ça nous prend une autre approche là, parce qu'on ne peut pas faire nécessairement là, 20 chirurgies chez le patient. Ça serait un stress beaucoup trop intense. Fait que là, souvent, à ce moment-là, il y a chirurgie de la tumeur primaire, mais il doit avoir une espèce d'approche là, plus sur tout le corps là, pour permettre de réduire la taille des tumeurs secondaires. OK. OK. Donc là, est-ce qu'on pourrait envisager, dans le fond, comment on peut utiliser les cellules souches pour essayer de traiter des gens qui ont le cancer? Oui. Il y a deux approches. Là, pour utiliser les cellules souches en tant que telles, bien, ça, c'est utilisé beaucoup dans le cadre des leucémies, entre autres. Hein. Vous connaissez peut-être des gens ou vous avez déjà entendu parler des greffes de moelle osseuse. Fait que c'est exactement ce concept-là où les patients qui sont leucémiques, ils vont avoir une greffe de moelle osseuse de quelqu'un de leur famille, si c'est compatible, ou des banques de cellules souches hématopoïétiques qu'on a maintenant, pour refournir le corps en cellules hématopoïétiques. Fait que ça, c'est la façon où on utilise vraiment la cellule souche pour traiter un cancer. Dans les autres types de cancers, par contre, qui sont plus des cancers solides, je dirais, bien là, à ce moment-là, on ne veut pas nécessairement remettre des nouvelles cellules souches, on veut surtout enlever la tumeur. Là. C'est surtout le but. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas nécessairement comme réinjecter des cellules souches, là, ça ne ferait pas nécessairement de sens, mais ça serait plus de trouver un traitement qui ciblerait spécifiquement les cellules souches cancéreuses là, que je te parlais précédemment pour les tuer, en le fond. C'est ça qui est un peu tannant avec les cellules souches. Là, puis souvent, quand je fais des congrès, j'aime bien les appeler bon, là, j'ai oublié The Good, The Bad and The Ugly, en référence au film western, où les cellules souches, là, c'est super merveilleux. Hein? C'est ce qui a fait que toi, tu es vivante, puis que moi, je suis vivante, puis qui a fait tous les bébés sur cette planète. Puis qui fait aussi qu'au quotidien, si tu as la gastro, ton œsophage va se refaire, puis ton estomac, puis tout est beau. Après quelques jours, tu te sens mieux. Mais malheureusement, ça a des rôles aussi qui sont beaucoup moins le fun, comme entre autres le cancer. Donc, oui, c'est ça. Fait que, bref, il y a une espèce de fine-tuning qu'il faut trouver là, où on veut que les cellules souches prolifèrent, mais s'ils prolifèrent trop, bien, ça forme une tumeur. Fait que c'est comme de trouver l'espèce de bon équilibre. Puis il y a quand même beaucoup de recherches pour justement essayer de trouver l'espèce de switch qui fait qu'elle passe à l'état où elle prolifère trop. Mais tu sais, tout à l'heure, on disait on ne peut pas enlever, mettons, une tumeur à l'œsophage si simplement parce qu'on ne peut pas recoller les deux bouts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, mettons, prélever des cellules souches d'un patient puis y refaire un œsophage? Théoriquement, oui. On a même déjà essayé d'avoir cette idée folle-là dans le labo, un petit peu comment on pourrait reconstruire un œsophage. Puis, tu sais, oui, je dirais que ça serait le rêve ultime, en fait, là, mais c'est pas si simple là, parce que les cellules souches aussi, c'est comme moi, par exemple, je travaille sur les cellules souches de l'œsophage, mais ça refait juste la partie de l'épithélium. Tu sais, à l'extérieur de ce tube-là, tu as du muscle. Tu as des cellules stromales, tu as plein de sortes d'autres cellules qui ne dérivent pas de la même type de cellules souches. Donc, c'est quand même plus complexe. Puis, il y a le côté aussi production. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de support pour produire tout ça. Mais c'est certain que théoriquement parlant, ça se ferait. Théoriquement parlant, ça se ferait, c'est certain. Mais là, on n'est pas rendu là encore de construire une structure cylindrique. Avec comme différentes couches de tissus différents, là, ouais. Exact, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là. Nous, on fait moins ça, là, l'espèce de côté génie tissulaire qu'on appelle ou qui est une reconstruction de tissu. Mais ça se fait dans d'autres contextes, entre autres la peau. Pour les gens les grands brûlés, par exemple, là, il y a beaucoup de labos à Québec qui sont extrêmement impliqués dans ce type de recherche-là, où justement, là, avec des bouts de peau sains du patient qui a eu des brûlures, sont capables de reconstruire de la peau, puis cette peau-là va être greffée.
Puis ça répond super bien, là, ça l'aide beaucoup ces patients-là. Fait que ça, c'est une option. Sinon, c'est fait aussi beaucoup. J'ai vu récemment des études dans la cornée, dans l'œil, fait que des gens qui ont perdu la vision, ils vont utiliser l'autre œil qui voit encore bien pour prélever des cellules souches dans cet œil-là, reconstruire une espèce de cornée dans le labo, puis ensuite, il va y avoir réimplantation ou réinjection des cellules souches. Là, j'oublie un petit peu exactement là, la technique qu'ils utilisaient. Mais oui, de plus en plus de labos travaillent là-dessus, là, parce que c'est sûr que ça, une cellule souche, théoriquement, ça peut faire un organe en entier. Là, fait que ça serait quand même le fun. Ça réglerait beaucoup des problèmes de manque d'organes à cause du don d'organes, puis les gens qui sont en attente de greffe. Puis en plus, ça vient de toi, hein? Donc il n'y a pas le problème de rejet, puis de trouver quelqu'un qui est compatible, puis tout ça. Fait que ça l'aiderait beaucoup, 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 cette recherche-là, puis cette avenue-là clinique, c'est certain. Mais on n'est pas tout à fait rendu là encore. Puis si, dans le fond, on parle de greffe, on ne peut pas greffer un œsophage? Bien, théoriquement, oui. Je ne sais pas si ça se fait, pour être honnête, mais oui. Théoriquement, ça se ferait, mais en général, je pense que les gens qui sont en attente de greffe, c'est beaucoup plus pour des organes vitaux. Oui, je sais, mais je veux dire, tant qu'à ça, il y a mais quand oui, même quelqu'un qui donne ses organes. Là, fait que si je veux prendre un exact. œsophage. Théoriquement, je pense que ça pourrait se faire. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas. Intéressant. Parce qu'il y a plein d'autres morceaux, là. Oui, on Oui. prend les organes vitaux parce que je pense qu'on est peut-être un peu surchargé sur juste essayer de sauver, mettons, les cœurs dans les gens, là, puis on pense pas Ouais. nécessairement à ça, là. C'est un peu... mais... Oui, je pense que c'est juste le côté, le patient cancéreux, on ne peut pas le mettre en attente d'une greffe d'œsophage pendant 4 ans Ouais, c'est ça. parce qu'il va mourir. C'est Fait que, ça. souvent, on doit avoir une approche beaucoup plus agressive rapidement. Fait que je pense que c'est là qui est le problème un peu, là, versus souvent les patients qui sont en attente de greffe. C'est la seule option qui leur reste. On ne peut plus rien faire pour eux, puis on fait juste attendre qu'il y ait en Ouais. effet. Hein? Mais là, dans ce cas-là, on a une autre approche. Mais je pense que ta pensée, ça serait super cool, en fait, si on pourrait faire ça. Mhm. Mais oui, c'est ça. Ça serait un risque à prendre, je pense. OK. Donc, quand on parle là, de traitement futuriste, là, qu'est-ce qu'on veut dire? Là? Parce que, tu sais, oui, on est comme, tu sais, on utilise déjà des greffes de moelle osseuse, mais à part ça, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, bien, il y a la greffe de peau, comme je t'ai parlé, l'œil. Moi, je trouve ça super intéressant. Il n'y a quand même pas tant que ça de traitement maintenant pour les gens qui sont aveugles ou des choses comme ça. Là. Fait que je trouverais ça vraiment le fun que des gens qui sont nés aveugles ou qui ont perdu la vision à cause d'accidents ou des choses comme ça, qui puissent revoir. Moi, j'avoue que c'est une des choses, je pense, qui me ferait le plus de peine de perdre la vision. Moi, une autre approche que je trouve super intéressante, c'est pour les patients diabétiques, parce que c'est quand même une maladie là, qui atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur la planète. Puis bon, comme vous le savez, le diabète, c'est une insuffisance en insuline. L'insuline, c'est une hormone qui vient du pancréas et qui est faite par un certain type de cellules là, à l'intérieur du pancréas, qui est dans les îlots de Langerhans, qu'on appelle. Et c'est bon, ces îlots-là là, qui sont déficients chez les patients diabétiques. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui travaillent justement à refaire en labo des îlots de Langerhans qui pourraient être ensuite injectés dans le pancréas de patients diabétiques, permettrait de repopuler le pancréas et ferait que ces personnes-là n'auraient plus besoin d'injection à l'insuline, n'auraient plus besoin des espèces de pompes maintenant qu'ils peuvent avoir sur leur peau pour l'insuline. Fait que je pense que ça, là, pour moi, là, je trouve que ça serait vraiment cool si ça pourrait se rendre jusqu'à la clinique. Ils sont quand même assez proches là, d'être Pour proches de la clinique. C'est surtout pour les gens de diabète de type 1, c'est ça? Comme Oui, de je naissance, voudrais que je là. revoie ma théorie des types de diabète. Là. Mais celle-là, Mais comme oui, il faut que tu t'injectes, là. exactement, qui sont insulino-dépendants, indépendants en tout cas. Oui, exactement. Donc, OK. ça, je trouve que ça serait quand même assez cool. Puis sinon, ben, je pense que ça va un peu avec ce que tu disais tantôt, hein, si on peut se rendre avec être capable de faire un organe dans le labo, puis être capable d'injecter ça. Ça, je pense que ça serait génial. Là. Puis, tu sais, il y a des organes qui ne sont pas quand même très structurellement difficiles. Là. Tu sais, de reconstruire un cœur, c'est une affaire. Là. Mhm. Mais tu sais, il y a des organes qui sont un peu plus, qui ont une morphologie un peu plus facile, peut-être, entre autres, comme exemple le foie ou Ouais, la c'est ça. rate, des choses comme ça, ou peut-être sans même être capable de faire un foie au complet, mais être capable d'en faire une partie. Par exemple, les patients qui ont de la cirrhose ou des choses comme ça, on pourrait avoir une chirurgie qui enlèverait la partie malade, puis on pourrait avoir une greffe
greffe, là, ou je ne sais pas comment ça s'appellerait là, chirurgicalement, mais une reliaison avec le foie qui aurait été fait dans un labo. Fait que ça, je trouve que ça serait vraiment, vraiment cool. Là. Fait que, bref, je pense que c'est un peu là que tout le monde essaie de s'en aller. C'est sûr aussi que côté translationnel, nous, dans le labo, oui, on veut guérir des maladies, mais tout ça, ça vient aussi avec des fonds de recherche puis des choses comme ça. Fait que plus qu'on est proche des patients, plus qu'on est proche de guérir quelque chose, plus que généralement, les sous s'en viennent dans le labo puis que là, on peut faire la recherche qu'on veut. Fait que c'est sûr que ça motive beaucoup là, les gens qui travaillent sur les cellules souches ou la régénération tissulaire ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens à la faculté de médecine qui travaillent sur la régénération tissulaire? Sur la régénération tissulaire, oui. Sur le génie tissulaire, non. Pas tant que ça. Il y a une personne, par exemple, à la faculté de génie, Patrick Vermette, qui travaille quand même beaucoup là, sur le génie tissulaire. Là, si tu as la chance de l'inviter, là, il est vraiment super le fun. Puis on s'est parlé souvent, justement, c'est avec lui là, qu'on essayait de trouver des projets fous, de construire un petit œsophage ou un petit intestin. Pour remettre chez les patients. Finalement, bon, la COVID est arrivée, puis on a un peu passé à autre chose, mais je suis sûre là, qu'on va finir par se reparler de tout ça puis essayer de trouver une façon là, de collaborer ensemble. Mais lui, il fait ça un petit peu plus, là, le génie tissulaire, en fait. Parce que, comme tu dis, un foie, là, il me semble que ça serait pas compliqué. Bien, ça ne serait pas compliqué, je pense, le côté cellulaire, mais il y a tout le temps, tu sais, un foie, il y a des veines là-dedans. Oui, peut-être le côté. Exactement. Mais il y en a des greffes de foie, non? Oui, mais ils sont déjà là, les vaisseaux, right? Mais on le sait quand même que, tu sais, quand tu greffes deux bouts ensemble, souvent la vascularisation va être capable d'aller repopuler l'autre partie. Là. Fait que je suis sûre qu'il y aurait sûrement façon de faire quelque chose, mais c'est définitivement moins mon domaine. Oui, parce que, mettons qu'on le taille rap avec l'autre bout de foie, puis mettons, on enlève les tailles rap, genre, je sais pas, 6 mois plus tard, ça devrait être correct. Peut-être, je sais pas. J'imagine là, que théoriquement, tout ça, ça pourrait se faire, là. OK. Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser des traitements de ce genre-là? Tu veux dire les greffes d'organes? Ben, mettons des traitements qui impliquent des cellules souches. Oui. Je pense que le plus gros problème pour des patients qui sont normaux, par exemple, c'est toujours le cancer. Là. Parce qu'entre autres, il y a certaines façons qu'on peut, mettons, activer plus les cellules souches pour, en cas de blessure ou comme exemple la peau, des choses comme ça. Mais si tu actives trop les cellules souches, bien là, elles sont encore une fois plus enclines à avoir des mutations. Fait que ça, c'est tout le temps un peu le downside où justement, tu veux trouver l'espèce de bonne balance là, entre qui soit active, mais sans que ça soit trop. Fait que ça, c'est définitivement le côté négatif. Puis sinon, peut-être un aspect que moi, j'étudie moins, mais qui est quand même très important, je pense que c'est tout l'aspect éthique qui vient avec ça. Hein. Originalement, il y a quand même beaucoup de la recherche qui se faisait sur les cellules embryonnaires. Mais ce n'est pas dans toutes les cultures où c'est accepté. Parce que souvent, ces cellules-là venaient de fœtus que les gens pouvaient avoir avec l'avortement, qui était accessible pour la recherche, mais ce n'est pas toutes les cultures, tous les pays où l'avortement est légal et accepté socialement. Donc, c'est sûr que ça créait quand même beaucoup de problèmes éthiques originalement, là, la recherche sur les cellules souches. Puis tout ça. Puis il y a quand même aussi une partie du travail de la cellule souche qui se veut un peu corrective dans le sens, puis ça a d'un bon côté, là, des patients, par exemple, qui ont une mutation dans tout leur corps qui fait qu'ils ont un problème musculaire ou des choses comme ça. Bien, théoriquement, on pourrait aussi prendre leurs cellules souches, corriger cette mutation-là et réimplanter ça. Mais là, bon, encore là, il y a tout le côté éthique de manipulation génétique, tout ça. Fait que ça, c'est peut-être un autre aspect aussi un peu négatif là, de la cellule souche qui, pour certaines cultures ou certaines personnes même, là, est un peu plus touchy. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple, mettons, d'un point de vue médical en général, de tout de suite, mettons, faire de l'engineering sur nos cellules souches de nos embryons directement ou de nos fœtus, genre de nos zygotes? Oui, déjà théoriquement, ça serait faisable. Je pense que c'est là que, éthiquement, il y a beaucoup de questions sur, c'est un peu, je pense, comme dans certaines cultures, quand tu veux avoir des filles, tu ne veux pas avoir des garçons, ou l'inverse, ou des choses comme ça. Fait, je pense que là, ça devient un peu touchy, là, dans le sens, moi, quand j'ai eu des enfants, je n'ai pas choisi, là, ils vont avoir les yeux bruns, ils vont avoir les yeux bleus.
Fait que, je pense que ce côté-là devient un peu plus difficile. Fait que, ouais, je pense que ça serait un débat éthique qui serait quand même difficile, là, ce côté-là. Mais moi, personnellement, je suis à l'aise avec le côté où un adulte ou même un enfant là, qui a une mutation génétique qui pourrait être corrigée une fois qu'il est né, puis que ça pourrait faire qu'il va vivre plus longtemps, puis qu'il n'y a pas trop de danger à ça. Moi, personnellement, je serais à l'aise avec ça. Mais je pense que ça serait définitivement très spécifique à tout le monde, là. Mais oui, théoriquement, ça pourrait se faire. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler on est capable d'induire des cellules souches totipotentes là, avec Oui, pluripotent. ouais, les quatre Oui. combos patentes d'hormones. Là. Mais Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, mettons, la plupart de la recherche se fait avec ça ou c'est encore avec des cellules souches embryonnaires? Non, on s'est beaucoup éloigné là, de la cellule souche embryonnaire, justement, depuis qu'on a ce que tu parles, là, avec les cellules souches pluripotentes induites, qu'en anglais, on appelle les iPSC. Fait que ça, c'est une étude là, quand même assez remarquable, qui ont gagné d'ailleurs le prix Nobel récemment, utilise les facteurs Yamanaka. Donc, oui, c'est 4 facteurs que, là, on s'entend qu'ils en ont testé des millions, puis ont fini par trouver la bonne combinaison. Quand tu mets ces 4 facteurs-là dans n'importe quelle cellule différenciée, des fibroblastes, des cellules de la peau, peu importe, tu es capable de les retourner à un état de pluripotence. Mais ça, c'est comme un état plus tard que la cellule souche Mhm. originale. La cellule souche qui est la plus potente, on l'appelle totipotente. Fait que ça, Mhm. c'est celle qui est même capable de faire le placenta, qui est capable de Ouais, c'est faire le sac, puis tout ça. Fait que c'est la seule qui est vraiment capable de faire un embryon en entier. Mais la cellule pluripotente est capable de faire le fœtus en tant que tel, mais elle ne serait pas capable de le pas le maintenir en placenta, c'est ça, ouais. exact, si on se comprend. Mais bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait avec ces cellules-là maintenant pour justement éviter le côté éthique des cellules embryonnaires. Mais aussi, l'avantage de ça, c'est que c'est ta propre cellule. Fait que disons, exemple, que toi, tu as une maladie qui est causée par une mutation dans le gène X qui fait que, je ne sais pas, là, tes muscles sont pas normaux. Bien, théoriquement, je pourrais prendre une cellule de ta peau, je pourrais induire sa pluripotence avec ces 4 facteurs de Yamanaka. Elle redeviendrait une cellule souche pluripotente. Et ensuite, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de protocoles qui nous permettent de redifférencier cette cellule pluripotente en à peu près toutes les cellules du corps humain. Donc, je serais capable de reformer un muscle, théoriquement, et réimplanter ce muscle-là à la place de ton muscle malade, pour dire quelque chose. Donc, ça, c'est quand même beaucoup étudié. Puis c'est là que le génie C'est là, ouais. manipulation génétique vient beaucoup. Parce que justement, vu que si c'est une mutation somatique dans ton corps qui crée cette maladie-là, bien, cette mutation-là, elle existe aussi dans ta cellule de la peau, right? Fait que là, ils la corrigent, refont un nouvel organe, puis te le réimplantent. Fait que ça, c'est la belle théorie derrière tout ça. Puis il y a définitivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches avec ça maintenant. Est-ce qu'il y a aussi, il y aurait une façon d'utiliser des nouveaux traitements pour essayer de prévenir la vieillesse? Oui, j'imagine que oui. Théoriquement, les cellules souches sont comme un peu protégées du vieillissement parce que le vieillissement, c'est dû beaucoup au raccourcissement des télomères, hein, comme tu le sais peut-être. Donc, les cellules souches sont connues pour avoir une activité de la télomérase supérieure pour permettre l'allongement des télomères. Puis, il y aurait des plus longs télomères de base. Mais c'est clair que oui, ça serait une bonne avenue pour utiliser ces fonctions-là là, pour aider là, le vieillissement qui nous affecte tous, malheureusement. Mais je n'ai pas, là, à ma connaissance, par exemple, là, des recherches que je pourrais te parler là, qui ont utilisé nécessairement la cellule souche contre la vieillesse là, ou l'âge. Il y a par contre beaucoup de recherches quand même pour guérir, pas guérir, mais aider des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives qui sont associées à l'âge, entre autres la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Il y a quand même beaucoup de recherches là, qui est faite là-dessus avec les cellules souches, encore une fois, pour retourner à un état plus embryonnaire. Mais oui, je ne saurais pas exactement là, pour la vieillesse en tant que telle, mais définitivement pour les maladies associées à la vieillesse. Parce que, tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas injecter un facteur de croissance
dans le corps qui activerait la télomérase dans comme. Ouais, puis on va expliquer vite de même c'est quoi un télomère, là. C'est comme à tes chromosomes, tu as des bouts, puis ça, c'est les télomères, dans le fond. Puis ça protège, puis plus que ça raccourcit dans le temps, dans le fond, là, parce que les gens, ils savent sûrement pas c'est quoi des télomères, là. Mais est-ce qu'on pourrait, c'est ça, juste injecter un facteur de croissance qui, mettons, activerait la télomérase? Est-ce que toutes les cellules ont une télomérase ou c'est pas toutes les cellules? J'imagine. Est-ce qu'elle est exprimée dans tout? Non, là, mais elle est là dans le contenu génétique, c'est certain. Oui, j'avoue. Peut-être genre cachée, Oui, genre c'est ça. silencée. Je pense que oui, théoriquement, ça serait. Je pense que le seul problème avec ça, c'est toujours l'apparition du cancer, là, parce que la cellule souche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est plus prone à développer des mutations. Elle n'est pas plus prone, en fait, là, je vais me rétracter. Ça va y arriver plus souvent parce qu'elle prolifère plus rapidement. Cependant, là, elle a quand même beaucoup de mécanismes pour justement pas avoir des mutations tout le temps, là. Ils ont des capacités à réparer leur ADN qui est de beaucoup supérieure aux cellules standards, mais c'est pas parfait. Donc, à un moment donné, ça finit quand même qu'il y a des mutations. Mais si on activerait la télomérase en tout, ben là, les autres, ils n'ont pas nécessairement les mécanismes pour être capables de réparer leur ADN souvent. Fait que ça, c'est un peu le rôle de la télomère, du raccourcissement des télomères, hein, c'est que les cellules, à un moment donné, ben, ils ne peuvent plus se diviser, ils vont mourir, puis ça va éviter qu'il y ait trop de mutations. Fait que je pense que ça serait quand même assez dangereux de faire ça, là. Je ne suis pas une experte des télomères, là, mais je n'ai pas l'impression que ça serait une bien bonne idée pour la survie humaine. Moi, j'avoue que si on devient plein de cancers, là. Oui, ben c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, ça revient beaucoup à ce que j'ai déjà dit, hein, c'est de trouver la balance entre le côté positif de la cellule souche tout en évitant les côtés négatifs. Mais bon, ça, c'est l'histoire de nos vies, hein. Dans tout, il ne faut pas aller dans l'excès puis trouver une balance. Est-ce que tu es au courant aussi, là, j'ai entendu dire qu'il y avait dans le fond, des traitements pour le cancer avec des genres de petits robots là, qui vont genre cibler. Non? OK, ça se peut. Mais qui vont cibler les zones hypoxiques, là? Je ne sais pas, des robots, tu veux dire un vrai robot qui va mettre une drogue dans la zone hypoxique ou. Non, c'est genre des nanorobots ou. Ouais, En fait, je pense que c'est des bactéries moins comme. C'est comme des petits robots, mais pas robotiques, là. Oui, bien, je ne sais pas si c'est le groupe à la Faculté des sciences, là, Tatum, là. Je pense qu'eux, ils ont un modèle un peu comme ça, là, d'une espèce de bactérie qui serait capable de reconnaître spécifiquement là, les cellules cancéreuses, puis de libérer peu importe ce qu'il y a dans la bactérie, là, dans ces cellules-là. Fait que ça, c'est une approche. Sinon, il y a une autre approche qui se fait beaucoup, c'est de lier deux drogues dans le sens, avoir, exemple, la molécule de radiothérapie ou de chimiothérapie qui serait jumelée à quelque chose qui va reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Parce qu'il est beaucoup problématique dans les traitements de cancer, c'est que c'est vraiment rough. Vraiment, vraiment rough. Je ne sais pas si vous avez là, des gens dans votre famille qui ont eu à traverser ça, là, mais c'est des épreuves sur le corps qui sont extrêmement difficiles. Puis pourquoi? Bien parce que les gros médicaments qu'on leur donne, là, bien, ça tue les cellules. Mais ça ne tue pas juste les cellules cancéreuses, ça tue beaucoup de cellules normales. Fait que c'est pour ça, entre autres, que la perte des cheveux, qui va avoir beaucoup de problèmes intestinaux, entre autres, parce que le système intestinal se renouvelle extrêmement rapidement. Donc, ils sont très sujets à ce type de drogue-là. Donc, de joindre la radio ou la chimiothérapie à une molécule qui viserait spécifiquement les cellules cancéreuses, ça permettrait beaucoup de réduire les effets secondaires. Fait que ça, moi, c'est pas tout à fait le robot que tu parlais, mais ça permet quand même d'envoyer la drogue à un endroit spécifique. Ce que je trouve quand même aussi super intéressant, hein, parce que c'est ça qui est souvent difficile chez les patients, puis pour la famille aussi, hein, de voir leurs parents, leurs enfants qui ont à traverser ça, puis on ne sait pas trop comment ça va finir, hein, malheureusement. Fait que, côté humain, là, c'est extrêmement difficile. Fait que ça permettrait au moins d'enlever une partie du souci ou du côté difficile là, du traitement qui est utilisé présentement. Oui, j'avoue que ça serait intéressant de pouvoir causer moins de dommages sur le reste du corps, là, parce que c'est pas facile.
Non, exactement. Puis ça, c'est une autre partie qu'on étudie quand même beaucoup dans le labo également, parce que la radiation, entre autres, là, ça tue beaucoup les cellules normales. Puis on a un type d'inflammation de l'œsophage qu'on appelle l'œsophagite en lien avec la radiation. Donc, les patients qui ont des tumeurs en région thoracique, quand ils vont avoir leur irradiation, bien, ça va affecter beaucoup l'œsophage, ce qui crée beaucoup de reflux, des choses comme ça. Fait qu'on travaille, entre autres, là, sur essayer de faire que la cellule souche serait capable de réparer le tissu un petit peu plus rapidement pour être capable de limiter là, les effets secondaires de ce type d'approche-là. Je pense que j'ai plus de questions, là, à moins que tu aies d'autres. Ça a été vraiment le fun, puis c'est vraiment le fun de parler de cellules souches. Hein. Je pense que je mentionnerais juste les cellules souches, ça a été découvert au Canada en plus. Ah ouais? Par, oui, deux chercheurs, Thiel et McCulloch. Donc, sont connus comme les pères des cellules souches, puis c'est deux Canadiens. Oui, c'est mon petit clin d'œil à la recherche canadienne. C'est intéressant, je ne savais pas. Oui. C'est cool parce qu'on peut faire tellement de choses avec ça. Il y a beaucoup d'éthiques, là, on se heurte à comme la limite de la science puis de la société. Là. Fait que, cette année, justement, là, c'était l'anniversaire de la fondation de l'Association canadienne des cellules souches, qu'on appelle le Stem Cell Network. Mais c'était aussi l'anniversaire de la découverte de l'insuline, qui a aussi eu lieu au Canada. C'est une année particulière pour la recherche des cellules souches chez les diabétiques. Donc, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler cette année. Je trouve ça bien encourageant de voir que, tu sais, on ne réalise pas tout le temps, en fait, quand on est chercheur, quand on est étudiant, que, tu sais, la recherche qu'on fait, ça peut faire une grosse différence un jour. Les gens qui ont découvert P53 ou qui ont découvert l'insuline ou qui ont découvert la pénicilline, quand ils faisaient leur expérience, là, ils n'étaient pas comme « Oh, wow, moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais découvrir quelque chose de génial. » Non, c'est sûr. Mais, c'est ça. On ne sait jamais, en fait, les travaux qu'on fait, la différence que ça pourrait faire. Puis c'est ça qu'on est important de garder en tête pour garder la motivation dans la recherche. Puis tout ça, là, ça peut être mon petit mot d'encouragement pour les étudiants gradués. Merci Véronique d'être venue nous parler de ces nouveaux traitements-là. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça va pouvoir aider à comprendre un peu là, pour certaines personnes que c'est ça, là, parce que c'est nébuleux un peu. On entend parler, mais on ne sait pas trop. Fait que merci d'être venue au podcast. Puis bon temps des fêtes. Ben, merci beaucoup, Méliane. Ça a été vraiment un plaisir de venir parler avec toi aujourd'hui. Puis joyeuse fête à toi aussi, puis à tout le monde. Mais merci. Au revoir. Merci.